Les Congolais honorent-ils réellement la mémoire de Patrice Lumumba? Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, un supporter des Léopards, Lumumba Vea, a porté haut l'histoire du Congo, la faisant résonner bien au-delà des stades, à travers tout le continent et jusqu'au reste du monde. Un geste fort, symbolique, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'est pas le premier Congolais à avoir utilisé le football comme un outil de soft power. Bien avant lui, aux prémices même des compétitions africaines, à l'époque de la Coupe des Nations africaines, ancêtre de la CAN que nous connaissons aujourd'hui, un homme a compris la puissance politique du sport. Un homme qui s'est servi du football non pas pour honorer une mémoire, mais pour imposer son image et consolider son pouvoir. Cet homme, c'est Joseph-Désiré Mobutu. Le même homme dont le régime est directement lié à la disparition de Patrice Lumumba, figure que beaucoup invoquent aujourd'hui. Voici l'histoire d'un dictateur qui a fait du football une arme politique et du Congo, une vitrine au service de sa propre gloire. En 1974, un événement inédit marque l'histoire du football mondial. Pour la première fois, une nation d'Afrique subsaharienne, le Zaïre, se qualifie pour la Coupe du Monde. Cette participation intervient peu après un deuxième sacre continental, preuve de l'ascension fulgurante des Léopards. Derrière ce succès se cache une stratégie assumée du président Joseph-Désiré Mobutu, qui fait du sport un puissant levier politique depuis son arrivée au pouvoir. Ce mondial représente alors une vitrine idéale pour afficher la grandeur du régime. Mais sur le terrain, la réalité va contredire les ambitions du chef de l'État, transformant cette aventure en symbole des failles profondes du système. Cette histoire, bien différente des récits habituels, impose un retour sur le contexte du Congo des années 1960 et 1970 pour en comprendre les véritables enjeux. Après l'indépendance proclamée le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo traverse une période de fortes turbulences. Les tensions internes s'opposent aux intérêts des puissances occidentales, attirées par un sous-sol extrêmement riche en ressources comme l'or, les diamants, le cuivre ou encore le cobalt. En 1965, un coup d'État militaire porte le général Mobutu au pouvoir. Dès lors, il entreprend de rompre avec l'héritage colonial et cherche à construire une identité nationale forte, centrée autant sur la nation que sur sa propre image. Dans cette politique dite de authenticité, le sport occupe une place centrale, et plus particulièrement le football. Après avoir accueilli la tournée du Santos de Pelé, Mobutu ordonne le retour au pays, à de rares exceptions près, des joueurs congolais évoluant en Belgique. Son objectif est clair, bâtir une sélection capable de porter haut le prestige national. Pour lui, défendre l'honneur du pays sur un terrain de football est aussi crucial que le développement économique. Omniprésent dans la sphère publique, souvent coiffé de sa célèbre toque en peau de léopard, Mobutu s'approprie l'équipe nationale qu'il rebaptise officiellement les Léopards. Portée par des moyens financiers importants, la sélection bénéficie de stages à l'étranger, notamment au Brésil, et de l'encadrement de techniciens venus d'ailleurs pour élever son niveau de jeu. Les résultats ne tardent pas. Le Zaïre s'impose sur la scène africaine en remportant la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 en Éthiopie, déclenchant une immense ferveur populaire. Ce succès s'inscrit dans une dynamique plus large, illustrée également par les performances du TP Mazembe, club phare de Lubumbashi, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1967 et 1968, puis finaliste en 1969 et 1970. À ce moment-là, Mobutu semble avoir réussi son pari. Le football devient l'un des piliers du rayonnement international du Zaïre, du moins en apparence. Mais la transformation ne s'arrête pas là. En 1971, Mobutu va encore plus loin en rebaptisant le pays, le fleuve et même la monnaie sous une seule et même appellation, le Zaïre. Dans la droite ligne de son idéologie, le régime impose également à la population l'abandon des prénoms d'origine européenne au profit de noms africains. Le chef de l'État montre l'exemple en se renommant lui-même Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga, un nom à la signification volontairement grandiose, évoquant un guerrier invincible, avançant de victoire en victoire sans opposition possible. À cette période, l'économie reflète la réussite sportive du pays. Tout semble fonctionner. Portés par la domination des clubs locaux, les meilleurs joueurs zaïrois s'imposent naturellement comme cadre de la sélection nationale. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1974, les Léopards réalisent un parcours remarquable.
En demi-finale, ils affrontent l'Égypte. Menés après 2 buts des Pharaons, les Zaïrois renversent la situation de manière spectaculaire pour s'imposer 3 buts à 2. Cette équipe regorge de talent. Le gardien Kazadi Mwamba, le défenseur et ballon d'or africain 1973 Raymond Chimanga, le milieu Ricky Mavuba Mafuila, père du futur international français Rio Mavuba, et surtout l'attaquant redoutable Pierre Andaye Moulamba, meilleur buteur du tournoi. Ensemble, ils conduisent le Zaïre jusqu'en finale de la CAN. Opposés à la Zambie, les Léopards sont accrochés après prolongation. Fait unique dans l'histoire de la compétition, la finale doit être rejouée quelques jours plus tard. Lors de ce second acte, Moulamba fait la différence et offre une victoire nette 2-0 au Zaïre, qui décroche ainsi sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 1974 au terme d'un scénario totalement hors norme. À cet instant précis, le football zaïrois atteint son apogée, tout comme l'utilisation du sport comme outil de propagande politique par Mobutu. La même année, le président frappe un autre grand coup médiatique en déboursant près de 5 millions de dollars pour organiser à Kinshasa un combat de boxe entré dans la légende, le mythique Rumble in the Jungle entre George Foreman et Mohamed Ali. Mais revenons au football. Toujours en 1974, le Zaïre s'apprête à vivre un moment historique, sa toute première participation à une Coupe du Monde. À l'époque, une seule nation africaine obtient un billet pour le mondial, et les Léopards ont la lourde responsabilité de représenter tout un continent. Le tirage au sort est impitoyable, avec notamment le Brésil, champion du monde en titre. À cela s'ajoute une réalité difficile. L'équipe zaïroise est majoritairement composée de joueurs amateurs confrontés à des sélections entièrement professionnelles. Malgré tout, le premier match face à l'Écosse est loin d'être ridicule. Battus 2-0, les Léopards livrent une prestation courageuse et encourageante. Mais alors qu'ils se tournent vers la suite de la compétition, un vieux problème refait surface. Cette fois au cœur même de la Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde, un problème majeur refait surface. Les joueurs n'ont toujours pas touché leur prime de qualification. Or, pour cette équipe essentiellement composée d'amateurs, cet argent représente la seule véritable source de revenus. La FIFA a bien versé les fonds à la fédération zaïroise, mais ceux-ci ne parviendront jamais aux principaux concernés, contrairement aux engagements pris. Une situation d'autant plus troublante que le même scénario s'était déjà produit lors de la CAN 1974. Malgré leur sacre continental, les Léopards n'avaient jamais perçu leur prime de victoire. Cette fois, la tension atteint un point de rupture. Lors du deuxième match face à la Yougoslavie, les joueurs décident de protester à leur manière. Dès les premières minutes, ils laissent volontairement leur adversaire prendre le contrôle du jeu. Après une demi-heure, la situation dégénère. Pierre Ndaye Moulamba est expulsé et la Yougoslavie déroule. Menés lourdement, les Zaïrois sombrent peu à peu. Le sélectionneur, désespéré, remplace même son gardien, espérant un électrochoc. Mais rien n'y fait. Le score devient historique dans le mauvais sens. Une défaite 9-0, l'une des plus lourdes jamais enregistrées en Coupe du Monde. Pour Mobutu, l'affront est immense. La réaction du régime est immédiate et brutale. Des menaces explicites sont adressées aux joueurs. En cas de nouvelles lourdes défaites face au Brésil lors du dernier match, ils risqueraient de ne jamais revoir leur pays. Face à la Seleção, la peur est palpable. Cette fois, l'objectif n'est plus de jouer, mais de survivre sportivement. Les Léopards s'arc-boutent, défendent comme ils peuvent et tentent de limiter les dégâts. Le symbole le plus marquant de cette panique reste l'image devenue légendaire de Mwepu Ilunga surgissant hors du mur pour dégager un coup franc brésilien sous les yeux médusés du monde entier. Un geste souvent moqué, mais qui traduit surtout l'état psychologique d'une équipe prise en étau entre un adversaire surpuissant et son propre régime. Finalement, le Brésil s'impose 3-0. À un but près, les joueurs échappent au pire. Pourtant, au retour au pays, aucun accueil ne les attend à l'aéroport. Le silence est total. Progressivement, la plupart sombrent dans l'oubli, tandis que certains basculent dans une extrême précarité. L'image du Zaïre ressort profondément ternie de ce mondial. Pour Mobutu, l'échec est cinglant. Il mettra fin par la suite aux grands investissements dans le sport. La fin de l'âge d'or des Léopards coïncide avec une période d'instabilité croissante, poussant de nombreux Zaïrois à l'exil. Après la mort de Mobutu en 1997, le pays retrouve son nom d'origine, la République démocratique du Congo.
Mais la corruption persistante des élites et les conflits dans les régions minières continuent d'affaiblir l'économie nationale. Il faudra attendre 2011, soit 39 ans après le sacre continental de 1974, pour que l'État congolais accorde enfin une reconnaissance financière au dernier vainqueur de la CAN, une prime mensuelle de 500 $. Un hommage tardif pour des champions que l'histoire officielle avait longtemps relégués dans l'ombre, au profit de la gloire d'un seul homme. Aujourd'hui, la RDC demeure un immense pays d'Afrique centrale, riche de son potentiel, mais meurtri par des crises à répétition sous le regard souvent passif de la communauté internationale. Mais l'histoire n'est jamais figée. Un jour, la vérité finira par s'imposer, et avec elle, l'espoir d'un véritable changement.